Du coup, on est une trentaine de participants. Donc, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce webinaire. Comment réussir à adresser la cybersécurité en COMEX. Voilà, on est très heureux de vous accueillir côté OnePoint. C'est la 10e conférence webinaire qu'on fait ces derniers mois. Pour me présenter, moi, je suis Bertrand Elfre, je suis partenaire cybersécurité au sein du groupe OnePoint. OnePoint, on est une société de plus de 2400 collaborateurs en charge de la transformation numérique des entreprises et des États. On intervient partout dans le monde et moi, au sein du groupe OnePoint, j'ai la charge des équipes cybersécurité. On est une équipe d'environ 80 consultants adressant toutes les problématiques cyber, depuis le conseil jusqu'à la sécurité opérationnelle. Alors aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis très bien entouré par trois personnalités du numérique et de la cybersécurité. L'idée, c'est de donner vraiment des points de vue complémentaires sur comment adresser ce sujet cyber au niveau des COMEX. Donc, je vais laisser chacune des personnes se présenter. On va commencer par toi, Marc. Est-ce que tu peux te présenter en une minute chrono à Oui. nos différents intervenants? Donc bonjour à toutes et tous, donc Marc Blangy. Aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis DSI Group et DSI France de Up Groupe Chèque Déjeuner. Enfin, je pense que vous connaissez tous les chèques déjeuner pour aller déjeuner à midi. Voilà. Et auparavant, j'ai passé plus de 20 ans dans le groupe AXA où j'ai occupé différents postes de DSI dans différentes entités. Voilà. Ok, merci Marc et merci d'être avec nous ce matin. Michel, à toi. Alors Michel, tu as déjà participé à quelques webinaires sur la cyber, mais je te laisse te représenter. Oui, et aussi des sessions en physique, puisqu'il y avait aussi des sessions qui étaient organisées sur OnePoint. Michel Juvin, je suis expert en cybersécurité et je suis membre du CESIN. Le CESIN est un club d'experts cybersécurité composé de plus de 600 membres et on entretient entre nous une très bonne connaissance du sujet pour répondre aux différentes attaques qui nous concernent aujourd'hui. Ok, merci Michel. Et Cyril Aziza. Bonjour à tous, donc Cyril Aziza, je suis groupe CISO et membre du CESIN que Michel vient de présenter. Je suis dans la sécurité depuis à peu près une vingtaine d'années. Comme Marc, j'ai aussi travaillé précédemment chez AXA et j'ai évolué essentiellement en contexte international dans des grands groupes. Ok, merci Cyril et merci à tous les trois de participer à ce webinaire. La thématique qu'on a retenue ensemble ce matin, sur lequel voilà, on souhaite apporter quelque chose sur le marché, c'est comment réussir à adresser le sujet cyber au niveau des COMEX. Voilà, alors la cybersécurité, on est vraiment sur un enjeu global, hein, on est vraiment sur un enjeu global et surtout principalement dans les 5 risques les plus exposés par rapport aux organisations. On voit souvent que cette thématique, on a pu voir que c'était vraiment une thématique qui était souvent perçue comme technique, trop technique par différents dirigeants là-dessus. L'idée, c'est aujourd'hui, grâce au témoignage de chacun, comment se dire ce sujet, le remettre au bon niveau des dirigeants et surtout en faire un sujet global au sein des organisations. On va commencer par toi, Marc. Marc, on l'a préparé ensemble. Voilà, t'es membre, tu as un double rôle, tu es membre d'un COMEX et tu es également DSI. Donc, je pense que ce sujet, tu le vois régulièrement passer, tu l'adresses. Est-ce que tu pourrais nous donner en fait ton témoignage, ton retour d'expérience par rapport à cette problématique de la cyber? Ouais, tout à fait. Alors, mon témoignage, forcément, il est lié à mes expériences, hein, donc je vais être assez humble là-dessus. Moi, je vais dire ce que j'ai observé à travers mes différents postes de DSI. Alors, je précise juste que j'étais toujours très très près des sujets de sécurité. C'est pour ça que ça m'a fait très plaisir d'être invité à ce webinaire. Donc, en fait, moi, j'ai eu deux grands vécus, je dirais, en termes de manière d'adresser le sujet sécurité dans les entreprises. Je dirais un modèle que j'ai trouvé assez peu efficace et un modèle que je trouve plus efficace au niveau global. Alors le premier, c'est ce que j'appellerais un peu l'approche classique,
que, pour être franc, j'ai vécu chez AXA pendant un certain temps. C'est une approche dans laquelle, en fait, on raisonne par la norme. Au niveau groupe, on définit une norme de sécurité et cette norme doit être implémentée dans toutes les entités du groupe. Donc, c'est un modèle assez en mode push. Il y a un standard, on l'applique. Voilà. Donc, avec une certaine, on va droit au but quelque part. Voilà. Je dirais que ce que j'ai observé dans ce type d'approche globale, que j'appellerais très orienté Watt sur le Watt, en fait, est très standard, très réglementaire aux conformités. D'abord, c'est que ça générait un vrai problème d'anxiété. C'était très anxiogène pour les entités parce qu'elles se trouvaient face à une masse de choses à faire. Elles ne savaient pas vraiment comment, par quel bout prendre le sujet, en quelque sorte. Ensuite, ça devenait une énorme machine à reporting parce que le groupe, évidemment, veut voir où on en est de l'application de la norme dans l'entité. Donc, les sujets de reporting prennent l'essentiel de la bande passante dans les discussions entre entités et groupes. D'autre part, on constate qu'on est très vite dans un entre-soi, c'est-à-dire que on est dans un sujet d'experts, discuter entre experts. Les COMEX restent assez loin de ça et attendent juste qu'on leur rende des feux verts ou des taux d'avancement, qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'onboarding du top management. On est dans un système assez punitif, c'est-à-dire que pour l'avoir vécu de très près, les DSI et les RSSI en général n'arrivent jamais à obtenir le fameux Graal, le feu vert ou le pourcentage de réussite attendu parce qu'on court toujours derrière quelque chose qui recule, parce qu'on rehausse la barre tous les ans. Donc en fait, c'est tout le temps punitif. En gros, on est toujours pris en défaut. Avec un risque à la fin un risque psychosocial. Moi, j'ai eu beaucoup de gens extrêmement mal dans la famille de sécurité en termes de charge de travail, de stress, etc. Et puis pour finir, ces modèles très orientés reporting, quand même, en fait, font qu'on n'attire pas forcément les bons. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de grosse machine à reporting où finalement on capte une population de gens qui travaillent sur la sécurité avec des profils très administratifs. Voilà. Ça, c'est le premier modèle que j'ai connu. Le deuxième modèle que j'ai connu et que moi aujourd'hui je mets en œuvre chez Hub, c'est un modèle très différent qui est beaucoup plus orienté sur le how et sur le plan d'action. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de définir un standard et de l'imposer aux entités, mais c'est plutôt de définir des niveaux de maturité qui correspondent à des actions précises. Chaque niveau de maturité, c'est une liste, c'est une to-do list à avoir fait. Et l'idée, c'est d'aller discuter un niveau de maturité à atteindre avec chacune des filiales et ensuite d'instancier le plan d'action avec chacune des filiales. Donc, on rentre dans un jeu de dialogue avec les filiales. On est obligé de descendre dans un niveau de compréhension du risque réel de la filiale plutôt que de partir un standard et de l'appliquer un peu brutalement. Et on rentre dans une logique de contractualisation avec la filiale, c'est-à-dire que voilà nous ce qu'on pense, nous groupe, voilà ce qu'on pense que vous devriez atteindre comme niveau de maturité compte tenu du risque que vous représentez pour le groupe. Et de discuter avec elle, est-ce qu'elle est d'accord avec ce niveau de maturité à atteindre et comment on instancierait les actions dans le temps. Est-ce que ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de la capacité à faire réelle de l'entreprise. Et l'intérêt de la contractualisation, c'est que ça permet vraiment d'onboarder le COMEX parce qu'on crante un plan de moyens, on crante un plan d'action. Le DSI local, le RSSI local et le DG local signent la feuille de route et les engagements de budget. Donc, ce type d'approche que je trouve plus entrepreneurial et plus proche du terrain, je trouve a beaucoup de vertus. Et je finirai juste là-dessus. Je trouve qu'il permet d'aller beaucoup plus droit au but, c'est-à-dire qu'on parle des risques réels et non plus de la conformité à des indicateurs et à des standards. Donc, on ne parle pas de la même chose. C'est beaucoup plus réaliste parce qu'on prend en compte la réalité de chacune des filiales. Elles n'ont pas toutes le même plan de moyens, elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité. Voilà. Ça permet d'être très responsabilisant vis-à-vis des COMEX locaux puisqu'on leur demande de valider des niveaux d'objectifs, valider des plans de moyens. Et ça permet d'engager des discussions très concrètes sur les risques, ce qu'on a beaucoup plus de mal à faire dans un modèle très orienté conformité. Je conclurai juste en disant, évidemment, c'est dans des environnements très régulés, comme l'assurance ou la banque, c'est plus compliqué à mettre en place. Dans des environnements un peu moins régulés, chez Hub, c'est quand même régulé parce qu'on est émetteur de monnaie électronique. On a cette chance d'avoir cette possibilité d'être un peu plus souple et de mettre en place ces démarches contractuelles. Voilà ce que je voulais dire en 5 minutes clé en main, voilà, comme retour d'expérience. Bah, merci Marc, je pense que c'est très clair, hein, les deux modèles que tu as décrits, et effectivement, hein, ces deux modèles à prendre en compte, à adapter ça dépend vraiment les secteurs, les typologies des entreprises. Du coup, Michel, toi en temps, tu as été RSSI,
également là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner, et notamment s'il existe, on va dire, des bonnes pratiques sur comment réussir à adresser le sujet au niveau COMEX? Alors, Marc nous a déjà glissé quelques éléments, mais toi, dans ton expérience, c'est quoi ton avis? Ça serait quoi les 4 bonnes pratiques là-dessus, en la matière? Eh ben, je vais presque paraphraser un peu ce qu'a dit Marc Gangy. C'est pas pour dire, mais en fait, il a appliqué déjà les 4 bonnes pratiques quasiment que je vais lister. La première pour moi bonne pratique, c'est l'écoute et la disponibilité du COMEX. C'est intéressant de voir que, avant toute chose, il faut se comprendre. C'est-à-dire que il faut savoir écouter ce que le COMEX dit en matière de cybersécurité pour qu'après il vous écoute. Hein, ça marche dans les deux sens. L'écoute, c'est d'ailleurs une des qualités de l'auditeur. Et c'est comme ça qu'il saura d'ailleurs expliquer ce qu'il aura vu et compris du contexte étudié. Et l'écoute, c'est aussi comprendre ce que l'entreprise vit, son exposition au risque, même les positionnements des membres du COMEX par rapport à la cybersécurité. Sont-ils sensibilisés ou non? Et la notion de protection du capital informationnel, où l'information en tant que telle est très importante. Le deuxième grand facteur, ce que tu as dit d'ailleurs, Marc, c'est l'approche par les risques. Ça marche très bien parce qu'effectivement, les COMEX, ils ont l'habitude de gérer les risques et les risques, c'est aussi des opportunités. Donc, ils comprennent bien ce type de message. Donc, il est important de communiquer avec tous les membres et les personnes clés de l'entreprise pour pouvoir comprendre quels sont les risques auxquels est exposée l'entreprise. Et au vu de ces entretiens, on arrive à concevoir une matrice d'analyse des risques sur lesquels on va pouvoir quantifier les risques, quantifier avec des règles qui sont assez standards. Et à l'issue de cette matrice d'analyse de risque, eh bien, on va appliquer des actions de réduction de chacun de ces risques, de façon à pouvoir dire, l'entreprise, elle est à ce niveau de risque, et qu'est-ce qu'on fait des risques résiduels? Ce qui permet de définir un plan d'action, ce que tu as dit d'ailleurs, Marc, dans ta deuxième approche, le plan d'action qui permet donc effectivement de pouvoir cerner le niveau de risque les plus prioritaires par rapport à certaines entités qui le sont plus que d'autres sur certains risques, et pouvoir apporter donc ces actions rapides et concrètes de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. N'oublions pas qu'un plan d'action est bidirectionnel. Le plan d'action, lorsqu'il est présenté au COMEX, il est compréhensible par le COMEX, mais il est actionnable par des personnes qui sont sous la responsabilité de chacun des membres du COMEX. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'approche par les risques, c'est primordial. Le troisième bonne pratique, je trouve hyper intéressante, c'est le test et l'entraînement. Parce que, en fait, on s'aperçoit aussi aujourd'hui que l'ensemble des actions de cyberattaque sont extrêmement intrusives et parfois on n'arrive pas à trouver comment faire pour se parer par rapport à ça. Le test du phishing, par exemple, est extrêmement efficace et pour l'avoir pratiqué, j'ai vu de très bons résultats. Un test de phishing au niveau N-1 du COMEX. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les membres du COMEX, ils vont être dans la confidence. Ils vont comprendre comment ça va marcher. Ils vont pas être ciblés. Donc, ils seront pas mis en défaut si jamais ils répondent mal au test de phishing. Mais en particulier, les personnes qui sont sous leur responsabilité, ils vont pouvoir montrer qu'ils savaient ou qu'ils ont compris quels étaient les risques. Donc, le test de phishing montre souvent de très très bons résultats en matière de sensibilisation par rapport au domaine de la cybersécurité. On voit d'ailleurs récemment que le tribunal de Paris s'est fait attaquer par un phishing qui a été extrêmement efficace. Et puis le quatrième point, c'est le point de la préparation du COMEX aux cybercrises. Et je rejoins un peu ce que tu disais, Marc, d'ailleurs, tout à l'heure, c'est que parfois, la liste de l'ensemble des actions qui sont à faire pour remettre à un niveau, je dirais, standard en matière de protection du capital informationnel étant trop longue, il faut peut-être se préparer déjà à la cybercrise. Et se préparer par rapport à la cybercrise, c'est un vrai projet. Un projet qui prend du temps, un projet qui est nécessaire de construire avec un certain nombre de personnes au sein de l'entreprise. Bien évidemment, c'est assez compliqué parce que cette préparation se fait en plusieurs étapes. Parfois, il faut trouver des cabinets de conseil qui vous aident à monter ce type de projet pour pouvoir construire en fait les différentes étapes, savoir quelles sont les actions de communication qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'on est attaqué. Il faut les préparer avant. Et d'ailleurs, ça c'est une bonne pratique. Chacun devrait avoir de près une communication spécifique qui a été validée par un processus de validation en interne dans le cas où vous êtes attaqué par
une fuite de données à caractère personnel, par exemple, cette communication doit être prête et prête à être délivrée parce qu'il faut gagner du temps à ce moment-là. Il faut savoir aussi si, par exemple, dans le cas d'un ransomware, l'entreprise va payer ou non. Hein. Il y a un débat là-dessus. Il faut aussi prévoir la cellule de crise. Et ça, c'est hyper important. Hein. Comment est-ce qu'on va actionner cette cellule de crise? Quels sont les éléments qui vont permettre de rassembler tout le monde? Et il faut l'avoir, si possible, testé, avoir fait un entraînement autour pour pouvoir être en mesure de chacun prendre sa place et être actif au bon moment lorsqu'il le faudra. Donc, il y a beaucoup de retours d'expérience sur ces tests, sur cette préparation aux cybercrises, et c'est le 4e point important que je voulais signaler. Ok, bah, merci, ouais, merci Michel, hein, ce que j'en retiens. Donc du coup, 4 bonnes pratiques. Hein. La première, l'écoute, la disponibilité du COMEX. Le deuxième, c'est l'approche par les risques. L'approche par les risques, c'est effectivement leur parler risque, leur parler impact sur l'organisation, impact sur le business. C'est ça qu'ils attendent les dirigeants. Le troisième, tout ce qui est test entraînement. Tu as parlé du phishing, effectivement, hein, je te rejoins, c'est quand même, on va dire, l'attaque numéro 1 actuellement dans les organisations, hein, par ce type d'attaque de phishing. Et également préparation, exercice de crise là-dessus. Ok, merci Michel pour ton témoignage. J'en profite pour passer un message. Si vous avez des questions, utilisez la rubrique questions dans l'application. Et en fait, ce que je vous propose, c'est que vers 9h45, 9h50, on répondra à l'ensemble des questions. Voilà, donc c'est juste pour assurer le timing par rapport à ce webinaire et de terminer à 10h. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, les personnes qui ont levé la main, je vois dans les 43 participants, levez la main, posez votre question et on répondra à l'ensemble de vos questions dans les 10 dernières minutes du webinaire. Du coup, je vais te passer Cyril par rapport, voilà, pour rebondir là, sur les propos de Michel. On a parlé de l'approche par les risques. Ouais, on a parlé de l'approche par les risques qui a exposé Michel. Est-ce que toi, sur cette approche par les risques, de présenter ça à un COMEX, est-ce que tu as des bonnes pratiques vis-à-vis de dirigeants de comité de direction? Comment il faut présenter les choses de ton point de vue? Alors, je vais commencer rapidement en introduction, un peu comme l'a fait Marc tout à l'heure, par dire que ce que je vais partager, c'est issu de mon expérience et du coup, ça n'a pas forcément un caractère exhaustif. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que on a beaucoup de méthodologies et de frameworks en sécurité qui nous permettent de faire des analyses de risque et de sortir un top 10 des risques, un top 5, un top 6, peu importe le nombre in fine, mais de sortir quels sont les risques sécurité les plus importants à mettre sous contrôle pour une entreprise donnée. Ces risques sont traditionnellement le croisement entre un impact et une probabilité d'occurrence. Le problème qu'on a, c'est que ces risques-là, souvent, ne parlent pas directement aux dirigeants. La seule exception à cela que je peux avoir, qui n'est pas forcément toujours un risque direct, mais aujourd'hui, dans la tête des dirigeants, le risque de ransomware est quelque chose que tout le monde connaît bien, ou en tout cas, chaque dirigeant veut s'assurer qu'on a bien un plan d'action ou que ce risque-là, si on le traduisait en risque directement, est bien mis sous contrôle. Donc du coup, comme ces risques sécurité en général ne parlent pas, la question, c'est comment finalement je les traduis de façon très concrète et pragmatique en quelque chose qui va résonner directement au niveau d'un COMEX. Je pense que le plus simple, c'est de parler de l'impact, mais de l'impact très concret, spécifiquement dans l'activité de l'entreprise. Un exemple qui est vraiment simple aujourd'hui, c'est lorsqu'on a une non-conformité à une régulation type GDPR ou RGPD, l'impact, il est simple, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. La cause, elle est à peu près connue. Et derrière, un impact sur le chiffre d'affaires, on a un chiffre, un montant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va parler directement à des dirigeants ou à un COMEX. Donc très vite, dès qu'on va être capable de traduire ces risques en impact financier, que ce soit pour aussi les risques de fraude, en impact d'image,
ou en impact juridique, puisque in fine, il y a un certain nombre de risques qui peuvent se traduire par du pénal pour les dirigeants ou pour les mandataires sociaux. On est dans du très concret et je pense compréhensible pour tout COMEX, tout membre de COMEX. Et derrière, l'autre axe qui va être important, c'est évidemment de localiser ces impacts au secteur d'activité en les traduisant vraiment avec des scénarios très concrets que peut vivre l'entreprise. Okay. Est-ce que Cyril, tu as des exemples de scénarios ou de toi pour bien qu'un dirigeant, qu'un COMEX y comprenne Alors, bah, le plus simple qui lui est générique, comme je disais, si on prend GDPR, fuite de données massive d'une base de données consommateurs dans une entreprise, derrière ça peut se traduire dans une amende exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc là, on a eu plein de cas. Je prends par exemple l'Angleterre qui est très virulente actuellement avec l'AICO, qui est l'équivalent de la CNIL en Angleterre. On a eu des amendes équivalentes à 4% du chiffre d'affaires pour British Airways. Il y a eu Marriott aussi qui l'année dernière a pris une amende qui était équivalente à, de mémoire, 3 et quelques pourcents du chiffre d'affaires de l'année précédente de l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve quand même assez facilement autour du RGPD. Et d'ailleurs, le nombre de fuites de données déclarées, enregistrées, liées à l'obligation de déclaration ne fait qu'exploser. Et semaine après semaine, on en enregistre et on en voit vraiment un peu partout. Un deuxième exemple, ça pourrait être par exemple le risque d'image. Typiquement, une entreprise qui est touchée en instant T, on va prendre, je sais pas, le cas de Sony qui a été touché il y a quelques années. Le fait d'avoir des cyberattaques qui vont impacter la confiance du consommateur dans une marque et du coup qui va directement concerner un impact sur l'image de la marque de façon durable est quelque chose aussi qui est très concret et se comprend bien. Après, il y a d'autres métriques qui peuvent être des pertes de chiffre d'affaires, des baisses de cours de bourse, etc., mais qui sont beaucoup plus dures à quantifier à l'avance. On sait que ça peut être une des conséquences, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément de métriques très précises. Même si dans les cas des ransomware, WannaCry ou NotPetya, qui ont été très communiqués par les médias, on arrive sur quelques groupes à avoir des impacts, mais jamais de métriques très précises, ou en tout cas pas suffisamment de cas répétés pour avoir des statistiques. Ok, merci Cyril là-dessus. Marc, pour rebondir également sur ce que disait Michel, l'écoute des COMEX. On se rend compte que les dirigeants, souvent dans des comités de direction, des personnes assez prises là-dessus, qui ont bien pour moi conscience pour l'instant, on va dire des conséquences de des cybermenaces, mais comment avoir l'écoute des COMEX sans bien sûr les brusquer et leur faire peur, mais donc moi je vais partager mon expérience là-dessus. Deux choses, c'est pour moi il y a vraiment un facteur clé de succès, il y a deux facteurs clés de succès, c'est la façon d'amener le sujet au COMEX, et je vais m'expliquer, et c'est la posture du RSSI et du DSI. Voilà, je pars souvent des deux en même temps parce que je pense que le binôme est absolument clé. Alors la façon d'amener le sujet en COMEX, moi j'ai eu à défendre plusieurs copies de sécurité pour obtenir des moyens, un plan de moyens, et je vais vous expliquer moi ce que je trouve qui marche bien. En termes de démarche, je pense qu'il faut vraiment avoir la démarche suivante. La première chose absolument clé, c'est de partir d'incidents réels vécus par l'entreprise. Et on en a tous. Enfin, moi, à chaque fois que j'étais dans une entreprise, il y a eu des incidents réels de sécurité qui ont permis de faire le premier slide de la presse en disant voilà ce qui s'est passé dans les 6-12 derniers mois qui ont impacté l'entreprise. C'est telle nature d'incidents de sécurité avec tel impact, exactement ce qu'on vient d'évoquer, et les risques associés. Donc ça, on est parti du vécu de l'entreprise, donc forcément ça fait tilt dans la tête du COMEX parce qu'ils étaient au courant ou ils se sont rendus compte réellement dans leur propre activité. Ça, c'est le premier point. Le step d'après, c'est tout de suite
aller sur du coup le diagnostic, enfin les constats diagnostiques, bah, voilà ce qu'on a observé, bah, voilà quel est notre diagnostic aujourd'hui, ça traduit des vulnérabilités de notre entreprise en termes de sécurité. Deuxième étape, donc vous onboardez progressivement le COMEX, vous voyez dans la discussion. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à ces vulnérabilités et quel serait le risque à ne rien faire? Ça, c'est fondamental. Donc, et ensuite, et la chose fondamentale, arriver vers les scénarios, parce que ce qui est fondamental, c'est pas de proposer une solution. Genre, on a un problème, il y a une seule solution. Non, on a un certain nombre de risques qui sont basés avec du vécu d'entreprise. Il faut proposer des scénarios avec différentes profondeurs de réponse parce que on sait qu'on n'aura pas des budgets illimités, on sait que et d'autre part parce qu'il faut mettre le COMEX en situation de décider et de s'approprier. C'est important de dire au COMEX, voilà, on peut avoir une réponse de type Rolls-Royce ou une réponse de type un peu moins luxueuse et une réponse un peu plus basique. Et ça permet comme ça au COMEX de se positionner, d'avoir un avis et d'exercer vraiment son pouvoir de décision. C'est fondamental. Il doit choisir la profondeur de réponse, il doit choisir la vitesse de mise en place et éventuellement des impasses. Le COMEX peut décider de faire des impasses, notamment basées sur une appréciation du risque. Donc tout ça, en fait, c'est que par cette approche par entonnoir, au bout du bout, on arrive à embarquer le COMEX sur une ambition, sur un plan de moyens, sur des décisions de faire certaines impasses ou des décisions qui consistent à ne traiter le risque qu'à un certain niveau. Voilà, mais au moins c'est une décision collective. Ça, c'était le premier point, comment emmener le sujet au COMEX. Et ça marche plutôt bien. Moi, j'ai vécu plusieurs fois. Et le deuxième facteur clé de succès, j'ai évoqué la posture du DSI et surtout du RSSI. C'est vraiment, vraiment avoir une posture, encore une fois, entrepreneuriale et pas réglementaire et de conformité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le RSSI se présente comme je viens au COMEX, j'ai une liste de standards, si on n'applique pas tous les standards, c'est une catastrophe, la boîte va dans le mur. Non. Le RSSI doit aussi porter dans sa tête le fait qu'une entreprise a des moyens limités, qu'elle ne va pas pouvoir tout adresser. Donc, elle est avec le COMEX pour proposer des solutions réalistes par rapport aux contraintes de l'entreprise. Donc, il doit avoir une posture aidante et pas une posture de je suis le représentant de la loi et moi, je vais vous dire ce qui est bien. Parce que ça agace énormément les COMEX d'avoir ce type de posture. Donc, il doit aider le COMEX à prendre ses décisions, aider à proposer des scénarios, et des scénarios réalistes, actionnables, exactement comme a dit Michel tout à l'heure. Donc c'est un gros travail de posture. Moi, j'ai souvent été confronté à des RSSI qui avaient ce problème de posture. Donc il y a un gros travail de coaching à faire souvent par le DSI de ce point de vue-là pour le faire grandir, pour lui apprendre à parler à un COMEX et à se rendre compte qu'on ne peut pas être juste dans une posture de tout demander pour adresser tous les risques. Voilà mon retour d'expérience sur comment avoir l'écoute du COMEX. Bertrand, si tu le permets, je peux peut-être rebondir sur ce point, parce qu'évidemment, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Marc. Moi, sur ce point précis, ce que je présente ces derniers temps, c'est que on a des typologies d'attaques et que par rapport à ces typologies d'attaques, il y a des attaques, on va dire, de plus faible niveau qu'on peut mettre sous contrôle de façon standard. C'est-à-dire que même si on se dit j'ai plusieurs scénarios de prise de décision, il y a un minimum ou des fondations sur lesquelles on peut raisonnablement mettre sous contrôle le risque. J'ai un niveau d'attaque un peu plus avancé sur lequel bah là, ça va être vraiment une décision de l'entreprise de dire bah, en fonction des moyens qu'on va mettre, on va plus ou moins monter le niveau de protection, préparation et de mise sous contrôle de ces risques. Et ce qui est important quand même de dire, c'est qu'il y a un niveau d'attaque sur lequel on ne peut pas se protéger à 100%. Donc le risque zéro n'est pas possible. Et ça, je pense, c'est un message fort et important à faire passer. C'est-à-dire que même si on décide tout ce que propose un RSSI, et ben à la fin, il reste des risques. Il reste des risques parce qu'il y a des attaques qui peuvent être sponsorisées par des États avec des niveaux de moyens qui sont pas ceux qu'ont les entreprises privées, quand on parle d'entreprises privées. Et du coup, on a une zone qu'on n'arrivera pas à mettre sous contrôle, en tout cas pas directement. Et donc, on arrive dans une zone où on est soit dans de l'acceptation du risque, soit dans du transfert du risque. C'est ce à quoi servent notamment les cyberassurances ou le fait de déléguer à un tiers certaines activités pour quelque part transférer le risque à l'extérieur. Mais un message important, c'est vraiment de se dire
risque zéro, pas possible. Et derrière, il y a une zone sur laquelle on est vraiment en capacité de décider le niveau de mise sous contrôle des risques que l'on souhaite. Oui. Ok. Et du coup, de laisser au COMEX le choix de décider quel curseur il veut mettre pour contrôler les risques. J'aimais bien Tout à ton fait. analogie, Marc, quand tu parlais de effectivement dire au COMEX, est-ce qu'il veut une Rolls-Royce, est-ce qu'il veut une 2 chevaux, est-ce qu'il veut, voilà, j'allais dire, qu'est-ce qu'il veut mettre en place comme mesure j'allais dire, de protection et quel niveau il souhaite atteindre et effectivement de bien remettre le barycentre, le sujet au niveau des décideurs, des dirigeants sur les décisions sécurité. Il y a un point sur lequel je voulais revenir là qu'avait abordé Michel au départ, c'est sur les exercices. C'est sur les exercices de crise. On voit pas mal en ce moment de COMEX ou dans les COMEX ou dans des comités de direction, on fait des exercices de crise et on simule une attaque une crise ou souvent une crise cyber sur l'organisation. Est-ce que toi, Cyril, tu as déjà vécu ce type d'exercice? Est-ce que pour toi, c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est des choses qu'on doit multiplier là, à l'heure où on se parle, 2020, où on est en pleine crise encore du Covid? Est-ce que c'est bon d'exercer comme ça les dirigeants? Alors, je pense qu'on a tous envie de se reposer un petit peu sur la simulation de gestion de crise après la gestion du Covid, qui était une crise réelle. Néanmoins, la réponse, elle est assez évidente de mon point de vue. Encore une fois, oui. Euh, Comment réussir un exercice de gestion de crise? Il faut déjà en faire. Ça, c'est un premier point, en faire. Même si c'est pas parfait, même si la première fois c'est pas réussi, même si la première fois ça pose des questions, j'ai pas de cas dans mon expérience ou dans les retours que je peux avoir de mes confrères côté conseil, j'ai pas d'exemple où un exercice de gestion de crise n'a rien apporté. C'est-à-dire que même si c'est pas super bien préparé, en général, ça met bien en exergue pas mal d'éléments. Est-ce que j'ai les bons contacts sous la main? Tiens, mon système d'information ne marche plus. Tous les moyens de communication que j'utilise habituellement ne fonctionnent plus. Comment je fais? Est-ce que j'ai les bons réflexes? Est-ce que je sais qui fait quoi, à quelle heure, en fonction de la zone, si on est dans des différentes time zones pour les entreprises internationales? Est-ce que je connais bien tous mes prestataires? Est-ce que je sais contacter tel prestataire en fonction de tel cas? Bref. Donc faire un exercice, je pense que le premier point, c'est en faire et en faire régulièrement. Alors, c'est aussi une histoire de culture. Moi, j'ai vu qu'aux États-Unis, depuis très longtemps, ils en font régulièrement. Et quand je dis régulièrement, je vois des entreprises qui en font tous les trimestres. Alors nous, en France, on peut dire, oula, ça fait beaucoup. En France, si on en fait un par an, c'est déjà bien, deux par an, ça commence à faire beaucoup. Mais à minima, l'idée c'est d'en faire et puis d'essayer de capitaliser au gré des exercices que l'on fait pour s'améliorer. Euh, dans la gestion de crise, il y a quand même beaucoup de recettes qui sont assez basiques et qui pour autant ne sont pas forcément bien appliquées. Ce que disait Michel tout à l'heure, connaître son organisation de gestion de crise, l'avoir décrite, savoir qui fait quoi, et surtout avoir des moyens de communication alternatifs quand ça arrive. Typiquement, se dire qu'on va gérer une crise avec WhatsApp, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que pour le chat, c'est pas mal, c'est pas forcément sécurisé, donc ça c'est un sujet que les RSSI ont régulièrement adressé. Mais dès qu'on va vouloir se parler, se voir, bah, c'est plus le bon outil. Ok. Non, mais Donc, merci. ouais. Ouais, ouais, merci Cyril hein, pour ton retour. Je vois, on a déjà quelques questions en ligne. Donc, merci à tous ceux qui posent les questions en ligne. N'hésitez pas à en reposer. Je vous propose du coup pour garder l'interactivité de prendre les questions en ligne. On a une première question là de Dimitri qui nous demande: ne pensez-vous pas que les points évoqués sont trop opérationnels pour les COMEX? Notamment, c'est une réaction par rapport au phishing ou exercice de crise. Est-ce que c'est pas trop opérationnel pour un COMEX? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre là-dessus. Je crois que c'est toi, Michel, qui avait parlé des tests de phishing. Alors, est-ce que c'est pas trop opérationnel? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as pu tester? Et, alors, ça peut être une position, ça dépend de la maturité effectivement du COMEX. Mais là, en l'occurrence,
celui qu'on a fait dans une entreprise où j'ai été il n'y a pas très longtemps, a été d'une efficacité redoutable, redoutable. Vous imaginez le niveau N-1 du COMEX, c'est-à-dire vous avez une cinquantaine de personnes qui reçoivent un mail, donc en usurpant l'identité du chef, en indiquant veuillez renseigner votre login et votre mot de passe parce qu'on en a un besoin urgent dans le cadre d'une affaire citée en exemple. Et ça a marché, mais vraiment d'une manière fantastique, quoi. Et l'efficacité a été donc justement de mobiliser le middle management, parce que bien souvent, eux, ils sont un peu tirés entre une partie plus opérationnelle et une partie plus, je dirais, organisationnelle, stratégique. Et souvent, c'est difficile de les mobiliser. Et là, ça a été d'une efficacité, mais extrême. Non, je pense au contraire, ils en sont tout à fait conscients. En même temps, faut pas oublier que ces membres du COMEX parlent potentiellement avec d'autres personnes de COMEX, d'autres sociétés. Et il y a autour peut-être d'une partie de golf ou un truc comme ça, et ils ont l'opportunité comme ça d'échanger entre eux. Et ce test de phishing devient vraiment quelque chose qui est utilisé avec beaucoup d'efficacité dans les entreprises. Si je peux me permettre de rebondir, je suis tout à fait d'accord avec Michel, et j'ai trouvé au contraire qu'il y avait plutôt une attention des COMEX à ces sujets-là, où moi j'ai eu beaucoup de cas de fraude à la présidence, aussi chez AXA ou chez Up. Et donc les COMEX qui sont particulièrement visés dans tout ce qui est ingénierie sociale, au contraire, ils aiment bien avoir je dirais pas des anecdotes, mais qu'on les adresse sur des sujets comme cela. Enfin, ça, je pense que c'est au contraire, il faut être très concret quand on parle de sécurité. Quand je faisais référence justement au fait qu'il fallait parler concret et business et pas ISO ou normes, c'est ce qui parle aux COMEX. Comme quand on leur parle de la sécurisation de leur device, c'est exactement la même chose. Ils sont très attentifs sur tout ce qui est device, parce qu'ils sont en situation de mobilité, etc. Donc il faut leur parler de choses concrètes. Ouais, bien sûr, oui. Je te rejoins, Marc. Et effectivement, je ne sais plus avec lequel d'entre vous j'en parlais. Il y avait l'épouse d'un des membres du COMEX qui avait été attaqué par un phishing. Et du coup, son mari se demandait ce qui s'était passé. Est-ce que c'était ciblé par rapport à lui ou son épouse? Et effectivement, il voulait avoir Oui. des retours très concrets sur ce qui s'était passé. Je prends une autre question d'Amaury. La question d'Amaury, je trouve intéressante. Il dit, est-ce que ce qu'on a présenté là en type d'approche, est-ce que pour des entreprises de plus petite taille, est-ce que ça reste valable? Alors, si c'est pas, je sais pas si ça me concernait plus ou Cyril, je sais pas. Je pense que c'était peut-être toi, c'était au départ là-dessus. Sinon, Amaury, n'hésitez pas à reposer Alors, la question, mais c'est par rapport à la taille des oui, alors entreprises. c'est vrai que moi j'ai parlé groupe parce que c'est l'expérience que j'avais. Maintenant, j'ai vécu aussi au niveau échelon DSI. Mais oui, ça reste exactement valable. C'est par exemple la manière d'adresser le COMEX, partir des cas constatés de défaillance et de proposer un plan d'action et demander au COMEX de faire des choix. Ça, c'est applicable dans toute DSI. Enfin, dans toute entité, excusez-moi, dans toute entité, quelle que soit sa taille. Donc après, justement, toute la difficulté de la sécurité, c'est la proportionnalité des plans d'action, des plans de moyens mis en œuvre par rapport à la taille de l'entité, son niveau de maturité, etc. Donc c'est là que je dis que le RSSI doit être entrepreneur parce qu'il doit adapter son modèle à la réalité de l'entreprise. Donc c'est toute la complexité du job. Donc Moi, je pense aussi, je suis convaincu, j'ai déjà eu ça comme question d'autres RSSI, que même sur des plus petites structures, la problématique est effectivement exactement la même, et parfois elle est même plus simple à adresser. Faire de la sensibilisation sur une plus petite structure, ça va plus vite. Donc, et donc ça coûte moins cher en plus. Peut-être pour rebondir sur la question de l'exercice de phishing juste tout à l'heure, en guise d'anecdote, sans parler d'exercice de phishing, dans les entreprises dans lesquelles j'évolue, les VIP sont les personnes souvent les plus ciblées. Et donc du coup, ça leur parle et ils ont besoin d'être sensibilisés et ils ont besoin de savoir aussi ce qu'on fait concrètement pour les protéger parce qu'ils sont ciblés très régulièrement. D'ailleurs, Ok. on a une dénomination qui a été inventée par un fournisseur qui s'appelle les Very Attack People. Et ça, c'est une action qu'on peut faire. Identifier quelles sont les personnes qui sont potentiellement les plus attaquées. Pourquoi? Parce qu'elles communiquent, parce qu'elles jouent un rôle spécifique dans l'entreprise et dans lequel on va retrouver bien évidemment les membres du COMEX et peut-être les membres du direction du middle management
assez haut, mais aussi des administrateurs informatiques qui, eux, ont des droits colossaux dans l'ensemble des systèmes. Donc, ces notions aussi, c'est à intégrer et savoir comment est-ce qu'on les protège efficacement. Pour vous donner un exemple, si je peux me permettre, hein, chez AXA, on avait mis en place un programme qui visait explicitement les VIP, justement, où on leur a proposé une action de diagnostic de leur installation Internet à domicile. C'est-à-dire que sur la base du volontariat, hein. C'est-à-dire que en fait, on se rendait compte qu'un des points de vulnérabilité de nos VIP venait de chez eux. C'est-à-dire qu'ils étaient sur des devices où leurs enfants venaient jouer avec, etc. Ils connectaient des consoles, etc. Et on leur proposait un diagnostic fait par un expert sécurité, hein, mandaté par nous. Et ils avaient beaucoup apprécié cette démarche. Et croyez-moi, on en a trouvé, hein, des vulnérabilités venant du domicile du VIP. Là-dessus. Je prends en ligne là, parce qu'on a pas mal de questions. Une autre question d'Olivier qui dit sur l'aspect user awareness. Donc user awareness, la grande messe où on met tout le monde dans une salle où on parle de cyber, on perd l'auditoire au bout d'une heure. Voilà ce qu'il dit. Ce que dit Olivier, c'est que je me tourne vers des vidéos courtes, impactantes, disponibles 24/24. Est-ce que vous avez des avis sur le sujet? Je pense qu'on est tous d'accord là pour se dire qu'effectivement de réunir des dirigeants à Comex et dire fais pas ci, fais pas ça dans une salle pendant une heure, effectivement ça n'a pas un impact fort. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors moi, j'ai une expérience là-dessus que je peux partager. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est assez compliqué d'impacter. Moi, j'ai eu 2 expériences. On a répété la même expérience dans 2 entreprises différentes. On a fait ce qu'on appelle un Security Day. Là, j'avoue que j'ai fait appel à de la prestation extérieure parce que, en fait, on a organisé des ateliers. Et ça a été vraiment super. C'est-à-dire c'était des petits ateliers, 5-6 ateliers différents sur des thématiques différentes, complètement clé en main, hein, livrés par un prestataire, dans lequel il y avait un atelier cracking mot de passe, un atelier ingénierie sociale où vous rentrez dans une tente et on va vous dire plein de choses sur vous qui ont été trouvées sur le web, vous voyez. Donc, ça a énormément marqué les gens, hein. Donc, on l'a fait à deux reprises. Et là, ils ont touché du doigt des sujets de sécurité réelle. Ça parlait beaucoup plus qu'une présentation PowerPoint, hein. Donc, Bien faut mettre sûr. un peu d'argent, mais c'est pas si cher que ça, honnêtement. Si une entreprise peut mettre, je sais pas, 15-20 K dans ça, c'est vraiment super. Ok. Là-dessus, Alors moi, je j'ai veux une dire, autre. Ouais, j'ai Ah, une autre question. Ouais, une autre question. Désolé, mais ouais, je prends en ligne les questions pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Quelle est l'estimation de la maturité actuelle des COMEX, des grands comptes SBF 120 par rapport au cyber-risque de 1 à 5? Alors la question n'est pas évidente, mais quelle est la maturité des COMEX sur les grands comptes? Je ne sais pas si Michel, toi, tu as un avis. Est-ce qu'il existe des études sur le Césin pour mesurer ce niveau de maturité? C'est très alors des variable. études sur le Césin, on en a. Là, tu me prends un peu au dépourvu parce que j'ai pas le chiffre exact, mais on fait un questionnaire tous les ans entre nous pour justement évaluer la sensibilité de la cybersécurité, en particulier des membres du COMEX et donc de notre impact, puisque là aussi, c'est un point qui est particulièrement important pour nous. En l'occurrence, la bonne réponse, elle est grandissante. Je ne sais pas d'où on part, mais D'accord. en tout cas, je pense que la tendance, elle est effectivement de considérer ces risques comme étant des risques d'assez haut niveau. Et en l'occurrence, d'ailleurs, il y a un certain nombre de reporting financiers qui intègrent justement dans l'analyse de risque pour les sociétés qui sont cotées ou intègrent un paragraphe cybersécurité dans leur reporting, ce qui engage la direction par rapport à ça. Ok. Merci Michel. Une question peut-être pour toi, Cyril. Quid du ROI? On n'en parle presque plus. Que répondent les COMEX quand on vous dit quel niveau de protection vous me garantissez pour le budget que je vous alloue? Est-ce que tu as ou Cyril ou un autre des intervenants, c'est vrai que le ROI, c'est toujours très difficile en sécurité, alors, mais on n'en il y a- parle il y a- plus. il y a- ouais, c'est vrai. Alors, il y a 2 choses. Il y a le ROI, donc le retour sur investissement. En gros, j'investis 1 euro. Est-ce que ça me fait gagner de l'argent ou est-ce que ça m'évite d'en perdre? En sécurité, c'est plus évite d'en perdre en général. Et qu'est-ce que j'atteins réellement comme niveau de sécurité pour ce que j'investis sur le plan budgétaire? C'est évidemment des calculs qui sont toujours difficiles. Il n'y a pas il y a pas forcément de modèle ultra fiable en la matière. Néanmoins, je pense qu'il y a des risques, typiquement risque de fraude,
on sait faire quand même des liens assez directs avec la finance sur j'ai tel niveau de fraude, si je déploie telle mesure de sécurité, je vais réduire mon niveau de fraude, voire le mettre sous contrôle quasi intégralement. Et du coup, les économies, il suffit de regarder les années précédentes, le montant de fraude ou les provisions liées à ce type d'incident, et on pourra comprendre quel est le retour sur investissement. Après, est-ce que on peut en faire une métrique simple à suivre dans la durée? C'est pas forcément évident. Ça veut pas dire qu'on n'en parle pas, parce que, in fine, un dirigeant n'investira pas du tout s'il n'y a pas une nécessité d'investir, que ce soit pour répondre à des enjeux des investisseurs ou mettre sous contrôle des risques ou éviter des amendes ou des risques globalement qui auront un impact financier sur l'entreprise. On traduit, je dirais que plutôt que d'avoir des ROI systématiques, on va plutôt avoir des exemples et des ordres d'idées du type de risque financier que l'on va mettre sous contrôle. Ok, merci Cyril pour l'éclairage. Une question intéressante là d'Alexis. Comment après la crise du Covid, qui a mis sous tension, on voit ces derniers mois, les CODIR et les COMEX, comment relancer les décideurs sur les problématiques cyber qui ont parfois été mises de côté par rapport à des impératifs opérationnels et financiers suite à cette crise qu'on vient de. Comment relancer la machine cyber là auprès des dirigeants? Moi, j'aimais bien, si je peux peut-être lancer le sujet, moi j'aimais bien le commentaire de Marc qui disait tout à l'heure, RSSI, DSI, c'est des couples ou c'est des binômes qui doivent bien fonctionner. La crise du Covid, elle a mis sous tension les systèmes d'information en général, et sans qu'on puisse réellement dissocier système d'information et sécurité, puisque les deux sont liés. Et plus on utilise le système d'information et plus on est exposé, et plus un incident sécurité a des impacts retentissants dans l'entreprise. Et donc du coup aujourd'hui, la question de la relance, elle n'est pas sur le besoin ou la conviction, elle est plus peut-être liée à l'incertitude économique que vivent les entreprises. C'est-à-dire qu'indépendamment de la volonté, de la conviction qu'on peut avoir sur la nécessité d'avoir un bon dispositif de sécurité à l'heure où on met beaucoup de gens en télétravail, c'est plus lié, je pense, aux incertitudes de l'évolution de l'activité d'une entreprise qui va la contraindre à faire des choix budgétaires, mais sur on va dire le besoin de se transformer, le besoin d'avoir un système d'information robuste et du coup d'avoir des risques et une sécurité sous contrôle. Je pense que c'est quasi lié de facto à la crise et à l'augmentation de l'usage de nos systèmes d'information. On est dans une société résolument numérique. Tout à fait d'accord avec Cyril. Enfin, moi, je trouve qu'au contraire, la crise du Covid est plutôt un accélérateur. Enfin, je ne le vois pas du tout comme quelque chose qui a freiné le plan d'action de sécurité de l'entreprise, mais au contraire, ça permet de remettre sur la table des sujets de sécurisation des devices, accès distant, VPN, etc., etc., des sujets que les entreprises peuvent un peu mépriser ou considérer comme secondaires, hein. Souvent le workplace, là, ça a remis le workplace au centre du sujet. Donc, parce que les gens oublient que l'essentiel des fuites, hein, une fois qu'on a mis de côté le réseau, c'est quand même le endpoint, hein. Donc, et là, ça permet d'avoir des vraies discussions là-dessus, sur les équipements, sur tout ce qui manque dans l'entreprise pour travailler en remote, en toute sécurité. Ok, j'ai une question j'ai une question d'Alexis sur on a vu la multiplication des attaques dans les grands groupes d'importance vitale. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place des formations dédiées pour les décideurs au sein des OIV concernant la cyber? Je sais pas si Michel, toi l'aspect OIV, est-ce qu'il y a, on va dire, quelque chose à faire en plus par rapport aux opérateurs d'importance vitaux, voilà, et peut-être d'ailleurs c'est peut-être par rapport à la NSSI, par rapport à ces dirigeants, où il existe déjà des choses en place. Alors oui, effectivement, parce que lorsque vous êtes identifié au IV, ce qui est une information confidentielle, mais l'ANSSI le sait, eh bien vous avez une obligation de suivre un certain nombre de réglementations et vous avez un rapport à faire à l'ANSSI régulièrement, de façon à montrer que vous avez atteint un niveau de sécurité qui est nécessaire et dûment documenté. Donc il y a un engagement.
Et donc, de fait, s'il y a un engagement, c'est un rapport qui est signé par la direction de l'entreprise et pas uniquement par l'expert cybersécurité de l'entreprise. Il est contrôlé en même temps. Il n'est pas suffisamment contrôlé parce que l'ANSSI n'a pas assez d'équipes pour effectuer des audits de vérification. Mais oui, les EIV sont tenus de rapporter sur un niveau de risque qui est défini d'ailleurs dans une loi de programmation militaire. Ok, merci. Ouais, merci Michel. Une question de Julien sur la sensibilisation cyber des COMEX. Est-ce qu'il y a des thématiques clés à adresser en termes de contenu et de format? Alors, je prends juste, je donne une indication, ce qui les concerne. C'est bizarre, mais lorsque vous proposez une action de sensibilisation, il faut que ça soit de plus en plus ciblé. Et en l'occurrence, moi, je me souviens avoir conçu des petites scénettes, des scénarios d'attaque avec une petite bande dessinée qui durait 2-3 minutes et qui expliquait un scénario d'attaque qui pouvait être adressé justement à une population extrêmement ciblée, comme par exemple les VIP. En faisant ces petites scénettes, ces scénarios d'attaque, eh bien, c'est un petit film vidéo qui paraît assez ludique, mais qui marque les esprits de manière vraiment efficace. Ok, merci Michel. Dans tous les Ouais, cas, vas-y Marc. Ouais. non, je suis tout à fait d'accord avec Michel. Enfin, pour moi, il faut dans un plan d'action de sécurité, il faut développer une partie spécifique COMEX VIP. Parce que c'est une population très particulière dans son comportement, dans le type de data qu'elle manipule, etc. Et c'est souvent des gens en plus qui se sentent un peu au-dessus des règles. Donc c'est assez compliqué comme population à adresser. Donc voilà, oui, il faut une approche très spécifique pour cette population-là, de sensibilisation et ensuite de suivi, d'accompagnement, voire même parfois des matériels spécifiques. Il Et y a peut-être j'ajouterais qu'il un faut, point. Vas-y, ah, Michel. pardon. Et j'ajouterais qu'il faut mettre les administrateurs informatiques dans cette population à risque. Encore une fois, ils ont tel pouvoir et parfois ils n'ont pas pris le recul pour comprendre ce qui peut les exposer à risque. Donc eux aussi, ils doivent avoir une sensibilisation vraiment spécifique, voire même un addendum à leur contrat de travail, les engageant à faire quelque chose spécifiquement par rapport à la protection de l'information. Ils ont les clés de l'entreprise. S'ils les perdent, c'est gravissime. Donc, ils ont un engagement spécifique et ça peut faire l'objet d'un avenant à leur contrat de travail. Merci Michel. Cyril, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bah, au-delà du fait de dire que ce sont des populations spécifiques et qu'il faut avoir un point d'attention particulier, c'est très souvent des populations ultra mobiles. Et donc, je pense que toute la thématique de la sécurité en ultramobilité est très importante. Parce qu'il y a des réglementations spécifiques dans des pays, parce que en voyage, on peut être ciblé, que ce soit sur les réseaux auxquels on se connecte, les devices qu'on peut être amené à croiser, le fait de garder ces devices avec soi ou savoir à tout moment où ils sont et en sécurité. Enfin, il y a tout un tas de problématiques spécifiques à l'ultramobilité et les VIP sont directement concernés dans beaucoup de cas. Ok, merci. Je vous propose, du coup, je vois qu'il y a plus de questions en ligne. Alors pour ceux qui veulent encore en poser une, dépêchez-vous. Mais du coup, je proposais, pour qu'on tienne bien notre timing et terminer à 10 heures, je proposais de donner à chacun, nos 3 intervenants, s'ils pouvaient nous donner un peu le mot de la fin, s'il y avait quelque chose à retenir de ce webinaire et une conviction forte. On va commencer par toi, Marc. Quel message tu voudrais passer à l'ensemble de l'auditoire ce matin? Deux messages. Le premier, c'est vraiment autant que faire se peut que le RSSI se vive en entrepreneur plutôt qu'en régalien. C'est-à-dire que vraiment les COMEX aient le sentiment que le RSSI est là pour les aider à sécuriser leur business et non pas pour rappeler la règle sans cesse, ou rappeler la règle ou le standard. Je pense que ça, c'est très important. Voilà. Et puis que ça soit aussi lui qui soit en capacité de remettre le COMEX en situation de décider. Voilà, c'est-à-dire qu'un RSSI qui arrive à amener un COMEX à exercer son pouvoir de décision, à prendre des choix en matière de sécurité, c'est ça la clé du succès pour moi. Voilà, donc un RSSI entrepreneur. Ok, merci Marc. Cyril, ta conviction, le mot de la fin. Dans la même veine ou en complément de ce que vient de dire Marc,
Je pense que effectivement le RSSI, c'est lié au caractère entrepreneurial, doit être pragmatique et vraiment quand on nous dit pensez pas que tel sujet est trop compliqué ou pas forcément, puisque si c'est un sujet que vivent les COMEX, bah, il faut de façon pragmatique regarder comment l'adresser, que ce soit en termes de sensibilisation, de préparation. Et en revanche, pour pouvoir adresser parfois des sujets qui sont un peu technologiques ou un peu complexes, il faut adapter son niveau de langage, adapter son discours à quelque chose qui soit compréhensible. Si, in fine, on présente les sujets de façon compréhensible, il n'y a pas de raison qu'un COMEX, dès lors qu'il est sensibilisé, dès lors qu'il est touché, concerné directement par tout sujet de sécurité, ne soit pas à l'écoute et intéressé globalement à ce qu'on va pouvoir proposer en tant que RSSI. Donc adapter son niveau de langage et être très pragmatique dans les approches. Ok, merci Cyril. Et toi, Michel, mot de la fin, ta conviction sur comment réussir à adresser un COMEX, message que tu voudrais faire passer à tous nos participants ce matin? Eh bien, je pense que le point important, c'est établir la confiance. La confiance du COMEX, donc qu'ils aient confiance en le directeur cybersécurité. J'ai du mal à l'appeler RSSI parce que pour moi, ça le positionne pas correctement dans l'entreprise. Mais pour moi, le directeur cybersécurité, qui doit d'ailleurs être un peu rattaché à une direction des risques dans l'entreprise, qui est mieux son positionnement puisqu'il parle de risque sur l'information et non pas les systèmes d'information. Donc, c'est établir cette confiance avec le COMEX pour que, à chaque fois qu'il y ait une information qui soit caractéristique pour l'expert cybersécurité, qu'il puisse en tirer les conclusions et anticiper. Parce que le vrai rôle du directeur cybersécurité, c'est qu'il soit en mesure d'anticiper sur les risques à venir. Et ça nécessite une très bonne compréhension, apprentissage de l'environnement pour pouvoir être agile et adapter la réponse à effectivement l'enjeu en matière de risque. La confiance, c'est pour moi le point le plus important. Ok. Bon, merci Michel. Moi, ce que je retiens en synthèse de ce webinaire, c'est vraiment rester pragmatique, vis-à-vis de son COMEX, adapter le bon langage, avoir une approche entrepreneuriale. Et je pense que Marc, tu as bien insisté là-dessus. Entrepreneurial et plan d'action est très bien aligné avec son entreprise et également Michel, la confiance, c'est vrai que c'est assez important d'avoir la confiance entre le comité de direction et les DSI et RSSI et que ça soit bien fluide dans les deux sens, ascendant et descendant. Voilà, écoutez, moi je voulais vous remercier tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Je voulais également remercier nos trois intervenants, Michel, Marc et Cyril, voilà, pour le contenu, pour la qualité de vos interventions. Et je pense qu'on a pu apporter quelque chose, enfin j'espère, sur comment réussir à mieux adresser ce sujet cyber au niveau COMEX. Moi, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et de toute façon, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires sur la thématique de la cybersécurité. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.